Bonjour, bienvenue à la Galerie d'Entrepôt à Paris pour un débat avec Hérodote.net qui se tiendra sur le thème « Les Indo-Européens ont-ils existé ?» Nous allons en parler avec deux éminents experts. À ma gauche, Laurent Sagard. Laurent Sagard, vous êtes linguiste, spécialiste des langues sino-tibétaines, austronésiennes, autrement dit des langues asiatiques, pour faire court. Vous avez à votre actif d'innombrables articles, une fonction de directeur de recherche au CNRS, classe exceptionnelle. Vous avez plusieurs livres, l'un d'eux a eu en 2016 un prix très prestigieux, le prix Bloomfield, c'est ça, consacré aux Chinois. En deux mots, qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser aux langues indo-européennes ? Alors, je suis en effet spécialiste de langues d'Asie et je m'intéresse de près à la formation de ces familles de langues selon une approche multidisciplinaire qui convoque la linguistique, l'archéologie, la génétique, la paléobotanique. Les méthodes et les concepts de la linguistique historique ont été pour l'essentiel élaborés par des indo-européanistes. Elles sont aujourd'hui appliquées à toutes les autres familles de langues du monde. De ce point de vue, les critiques portées aux théories et aux méthodes de la linguistique indo-européenne sont aussi des critiques portées à la linguistique historique en général. On aura compris que ce n'est pas en qualité d'indo-européaniste que je suis ici, c'est en qualité de linguiste historique. En face de vous, à ma droite, monsieur Jean-Paul Demoule. Alors vous êtes archéologue. Vous avez été à l'origine d'ailleurs de la création, il y a une vingtaine d'années, de l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, une institution qui est devenue incontournable maintenant pour la protection du patrimoine en France. Et vous vous êtes fait connaître, c'était il y a 4 ans, par la sortie d'un livre qui a eu beaucoup de succès, c'était « Mais où sont passés les Indo-Européens ?» Alors, ma question, comme à Laurent Sagard, comment, en tant qu'archéologue, avez-vous pu vous intéresser aux langues indo-européennes ? Je suis archéologue, effectivement, et plutôt spécialiste du néolithique européen, c'est-à-dire à partir des moments où les sociétés inventent l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire à partir du 7e millénaire en Europe, et ça amène aussi à voir ce qui se passe au Proche-Orient. Et donc la question indo-européenne est tout à fait intéressante par rapport à cette période, puisqu'on estime que ces ressemblances, correspondances entre langues, la mise en place, la division, etc., a dû se passer quelque part au néolithique, même si d'autres plaident pour le paléolithique encore avant. Donc, je me suis intéressé pour ça, parce que comme beaucoup d'archéologues qui travaillaient sur cette période. Et puis, assez vite, ce qui m'a semblé le plus intéressant, c'est l'historique de cette question. Donc, mon livre est plutôt, c'est pas un livre qui dit les Indo-Européens, voilà, ils étaient là, ils sont allés là, ou c'est pas un livre qui dit ils n'ont jamais existé. C'est un livre qui retrace d'un point de vue historiographique l'histoire de la question, puisque c'est une question qui remonte à 3 siècles au moins, et j'essaie en même temps de faire l'état de la question en tant que lecteur, comme archéologue, et c'est évidemment le domaine que je connais. Dans les autres domaines, la mythologie, la génétique, qui au moment où j'ai écrit mon livre était juste, mon livre a été publié, commençait juste à apparaître et s'est beaucoup développé depuis, mais on y reviendra évidemment. Donc de faire l'état de la question tel que, et d'essayer d'illustrer, de faire comprendre au public. C'est pas un livre pour les spécialistes, de faire comprendre quels sont les débats actuels. Comment s'est forgée la science des Indo-Européens, en quelque sorte ? Oui, c'est ça, comment cette question est traitée. Et je commence toujours, quand je fais des conférences, certaines sont sur Internet, je commence toujours par 2 avertissements. Les langues, il y a bien une famille de langues indo-européennes qui est distincte des autres. Ça n'a rien, la structure des langues indo-européennes n'a rien à voir avec celle du chinois. Pour
prendre un exemple au hasard. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que le nazisme a fondé une partie de sa théorie, si j'ose dire, historique sur le mythe d'un peuple arien et d'une race pure que ça déconsidère, en quelque manière que ce soit, les études indo-européennes, parce que c'est un reproche facile qu'on m'a fait régulièrement. Vous situez-vous dans ce débat, Laurent Sagard? Moi, je pense qu'il y a dans les langues deux types de matériaux. Il y a des matériaux qui sont hérités d'un ancêtre et des matériaux qui sont transmis horizontalement par les autres langues avec lesquelles on est en contact. Dans l'histoire d'un individu, il y a bien deux périodes, si vous voulez. Dans la langue que je parle aujourd'hui, ça n'est pas celle que j'ai apprise, c'est pas exactement celle que j'ai apprise quand j'étais petit, quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, j'ai appris la langue de mes parents, et comme tous les humains, j'ai appris la langue de mon entourage proche. Vous pouvez noter, comme l'a montré le linguiste américain Chomsky, que tous les hommes, même les plus stupides, parlent, tandis qu'aucun singe, même les plus intelligents, ne parle. Et l'idée intéressante qu'il y a là-dessous, c'est que tous les humains ont un mécanisme d'apprentissage de la langue qui est biologique. C'est un programme biologique qui se développe et qui nous permet, quand nous sommes enfants, d'apprendre la langue de notre environnement sans pédagogie. Personne ne nous apprend, nous apprenons tout seuls. Et ce programme fait que la langue de notre environnement, qui est un code, ce code est copié dans notre esprit pratiquement de façon inchangée. Et c'est ça l'aspect dans l'apprentissage qui me semble justifier l'existence d'un élément vertical dans la transmission d'une langue. Mais évidemment, une fois qu'on a appris une langue, on entre en contact avec d'autres gens et notre langue se modifie. Et on apprend aussi d'autres langues, on apprend de nouveaux mots, on change notre prononciation dans une certaine mesure. Et ces éléments-là sont des éléments qui ne sont pas transmis de façon verticale. Mais nous allons les transmettre de façon verticale. Nous allons les transmettre à nos enfants. Donc, l'idée où je me situe dans ce débat, eh bien, c'est là, je pense que la transmission des langues a deux aspects. Il y a un aspect vertical et un aspect horizontal. Et la représentation, si on voulait représenter de façon exacte le processus de transmission d'une langue, il faudrait superposer un arbre et un réseau. Mais c'est très difficile à faire. D'abord, pour l'instant, on n'a pas cet outil à notre disposition. Et de plus, l'outil serait très difficile à lire. Et en plus, le problème avec une représentation en réseau, c'est qu'elle n'a pas d'éléments, elle n'a pas d'histoire. Quand vous voyez un réseau, vous voyez que la langue A ressemble à la langue B, qui ressemble à la langue C, mais il n'y a pas d'histoire. Vous ne lisez pas le temps dans une représentation en réseau. Donc, ce qui fait l'intérêt et l'utilité et la popularité d'ailleurs des représentations en arbre, c'est qu'elles donnent une représentation historique de l'évolution des langues. Mais il faut bien savoir, quand on regarde un arbre, que cet arbre ne représente que l'évolution des éléments transmis verticalement, pas des autres. Vous-même, Monsieur Demoule, vous préparez un nouveau livre qui sera une mise à jour de votre livre « Mais où sont passés les Indo-Européens ?» à la lumière des nouvelles découvertes. Je le ferai petit. J'ai été surpris des fois de la violence des polémiques. J'ai même été obligé de demander une médiation sur Wikipédia, parce que ça allait beaucoup plus loin que ce que je supposais. Et deuxièmement, il y a effectivement les développements de la génétique. Donc je veux juste faire, mais ce sera un petit livre, ce sera 100 ou 150 pages, faire le point de la question, répondre aux critiques, voilà. J'aimerais dire un petit mot quand même de votre livre, Jean-Paul Demoule. Vous dites surpris des réactions qui ont eu lieu, mais regardez votre livre. Vous avez, à la dernière page, vous avez le deuxième paragraphe qui dit « Mais les Indo-Européens ont-ils vraiment existé ? Est-ce une vérité scientifique ou, au contraire, un mythe d'origine ?» Et la réponse à cette question, elle est à la première page. Le mythe d'origine, les Indo-Européens sont un mythe d'origine, donc on est fondé à croire, et même si on lit votre livre en détail comme je l'ai fait, que vous pensez que les Indo-Européens n'ont pas existé en tant que locuteurs d'une langue. Et je pense que vous n'êtes pas persuadé
qu'il y a eu une langue ancestrale. Vous avez l'air de conditionner l'existence d'une langue ancestrale à l'existence d'un peuple ancestral. Moi, je dirais plutôt le contraire. Je dis, comme on peut prouver qu'il y a eu une langue ancestrale, et que puisqu'il y a eu une langue ancestrale, il y a une population qui l'a parlé. Chacun est dans son domaine de compétences, mais effectivement... C'est vraiment difficile de prouver l'existence d'un peuple. On ne peut pas prouver l'existence. Par contre, on peut prouver l'existence... On peut prouver l'existence d'une culture matérielle... Mais comme vous dites, il n'y a pas équivalence entre les cultures matérielles et les peuples. Donc vous pouvez prouver l'existence d'une culture matérielle, mais vous ne pouvez pas prouver l'existence d'un peuple. Personne ne le peut. Par contre, les linguistes peuvent prouver l'existence d'une langue, comme vous pouvez prouver l'existence d'une culture matérielle. Et s'il y a une langue, eh bien forcément, il y a une population qui l'a parlé. Donc la question centrale, c'est est-ce qu'il y a eu une langue ? Est-ce qu'il y a eu une langue ancestrale au proto-indo-européen ? Est-ce que vous y croyez, vous ? Je constate qu'il n'y a pas qu'il y a plusieurs, effectivement, vous situez dans la linguistique historique tendance, ce qu'on appelle les néogrammairiens, de la fin du 19e siècle, avec des systèmes de correspondance stricts, c'est ce que disait Meillet, l'indo-européen, c'est un système de correspondance, donc voilà, c'est une position. Je constate que, par exemple, la phonétique a régulièrement évolué, que le nombre de laryngales, comme on dit, pour entrer dans les détails techniques, a évolué entre 1 et 10, que dans les années 80 a eu beaucoup de succès, ce qu'on appelait la théorie glottalique de Gamkrelidze et Ivanov, et qui a été discutée, en partie adoptée, complètement rejetée, etc. Donc je constate que c'est assez normal, mais c'est comme l'archéologie, c'est le champ linguistique évolue dans ses conceptions, et donc de même en archéologie. Mais je vais revenir sur ce problème de mythe. Effectivement, ça a commencé comme un mythe, c'est clair dans certains écrits du XVIIIe siècle qui disaient qu'on va plutôt descendre de la sagesse des brahmanes que de ces gardiens de chèvres des déserts du côté de Jérusalem. Mais toute science commence sur un mythe à un moment. On va passer du mythe à autre chose. Et je pense que mon livre laisse la question ouverte. Enfin, il y a une importance de cette représentation, sinon il n'y aurait pas eu ces réactions, parce que finalement, savoir s'il y a eu un petit peuple qui a parlé une langue il y a eu 1000 ans, ça ne devrait pas vraiment passionner les foules. Ce qui passionne les foules, c'est est-ce que les linguistes historiques disent des bêtises ou non ? Alors là, si vous dites que les linguistes historiques disent des bêtises, oui, là vous allez vendre beaucoup de livres et vous l'avez fait. Je ne me risquerais pas à dire une chose pareille. Je dis simplement la question que j'aimerais vous poser pour essayer de vous pousser dans vos retranchements, Jean-Paul Demoule, c'est est-ce que vous connaissez des langues en contact qui ont échangé de la conjugaison? Et moi, je ne suis pas linguiste et je prétends pas l'être. Est-ce que vous connaissez beaucoup de langues qui ont échangé beaucoup de vocabulaire de base et des conjugations et des déclinaisons? Si vous voulez maintenir qu'on ne sait pas, que vous ne savez pas si la langue indo-européenne ancestrale a existé ou non, vous allez être obligé un jour ou l'autre de répondre à cette question, parce que c'est la question centrale. Est-ce que ces éléments-là peuvent être empruntés ? Est-ce que ces éléments-là peuvent relever d'une transmission par contact plutôt que d'une transmission verticale? Je constate que le modèle arborescent strict n'est pas le seul qu'on rencontre dans la littérature, c'est tout, je ne vais pas plus loin. Vous devriez aller plus loin, essayez d'aller plus loin.